La séance est levée. À Paris, à l'Académie de médecine, le jeune retraité Louis Pasteur ne décolère pas. J'ai la traduction complète depuis hier, et ça n'est pas sérieux. On ne peut pas affirmer un résultat d'une telle importance avec une telle légèreté. Enfin, il n'a fait aucune dilution. Ces conclusions sont pourtant celles que vous suggériez dans vos travaux, monsieur Pasteur. Pas précisément, il n'en dit aucun mot. Vous trouvez ça normal? C'est vraiment lui, Pasteur, qui, le premier, a dit de façon claire que les maladies, comme les fermentations, devaient être dues à des microbes. Que chaque fermentation avait son microbe, il pensait que chaque maladie devait avoir son microbe. Et là, on voit un jeune médecin totalement inconnu qui prétend démontrer vraiment clairement qu'un microbe cause une maladie, la maladie du charbon. Donc c'est la première raison de voir sa théorie prouvée par un petit médecin, ça ne lui plaît pas. C'est peut-être un autodidacte. Il n'a pas accès aux revues scientifiques. C'est un médecin de campagne, complètement inconnu. Voilà. Sans doute qu'il ne parle même pas français. Ah oui, c'est un Allemand. Deuxième chose catastrophique, c'est que ce médecin est allemand. En plus, c'est un Allemand. Pourtant, 10 ans plus tôt, Pasteur était un admirateur de l'Allemagne. Mais la guerre a tout balayé. Juillet 1870. Napoléon III s'attaque au Prussien Bismarck. Trop sûr d'elle, mal préparée, l'armée impériale est laminée en une vingtaine de jours. Le 2 septembre, Napoléon III capitule. Pasteur, très proche de l'empereur, est effondré. Il se réfugie à Arbois, et là, il va apprendre le bombardement du Muséum d'histoire naturelle, parce que Paris est bombardé sans arrêt. Alors là, il rentre dans une fureur noire. Et il renvoie à l'université de Bonn un diplôme de docteur honoris causa qui lui avait été décerné quelques années plus tôt. Et quelques jours après cette affaire des bombes, eh bien, il croit que son fils est mort dans la bataille d'Héricourt. Il le croit mort, il n'a plus de nouvelles. Et ça encore, ça ajoute à sa haine. Et toute l'admiration qu'il vouait au peuple allemand est balayée littéralement par un concentré de haine. Chacun de mes travaux, jusqu'à mon dernier jour, portera pour épigraphe « Haine à la Prusse, vengeance, vengeance ». Au fond, Pasteur en est persuadé. Le docteur allemand a raison. Mais il juge les preuves insuffisantes. C'est du travail d'amateur. Sa culture de bactéries n'a pas été faite avec assez de précautions. Il est temps de proposer une démonstration beaucoup plus rigoureuse. Lorsque l'article de Koch paraît, Pasteur est toujours plongé dans des travaux sur les fermentations, sur la bière en particulier. Et il n'ose toujours pas se lancer dans l'étude des maladies animales. Et à peine a-t-il lu cet article de Koch qu'il se met à travailler sur le charbon. Donc il est certain que c'est ce travail de Koch qui a été le petit coup de pouce qui a fait que Pasteur s'est mis à étudier les maladies animales, puis les maladies humaines. Vous avez la dernière dilution? La voilà, monsieur Pasteur. Bien. Eh bien, vous refaites exactement la même chose, quelques gouttes dans l'urine. Pour confirmer que c'est bien la bactérie, et elle seule, qui transmet la maladie, Pasteur applique une méthode qu'il maîtrise depuis son travail sur la bière, celle des dilutions successives. Et n'oubliez pas de reporter la date dans le carnet. On en est bien à la 3e dilution. Oui, monsieur Pasteur. Il nous en faudra au moins 10. Pasteur est parti d'une goutte de sang d'un mouton malade du charbon. Il la dilue dans de l'urine stérile, un milieu qui permet à la bactérie suspecte de se développer. Au bout d'une nuit, la bactérie s'est multipliée. Il prend alors une goutte de cette urine infectée et il la verse dans un nouveau tube d'urine stérile.
Une fois encore, il laisse la bactérie se développer pendant une nuit. Il renouvelle cette opération pendant une dizaine de jours. Dans le dernier tube, la goutte de départ a été tellement diluée qu'il n'en reste quasiment plus rien. Le seul composant qui est toujours aussi présent, c'est cette bactérie qui s'est multipliée à chaque passage. Il reste à inoculer quelques gouttes de cette culture à un lapin. Cette fois, je crois qu'on y est. Le lendemain, l'injection a terrassé l'animal. La culture est donc aussi virulente que la goutte de sang de départ. Cette fois, la démonstration est imparable. C'est bien cette bactérie qui transmet la maladie du charbon. Pasteur ne se contente pas de confirmer les travaux du petit médecin. Il veut aller beaucoup plus loin et élucider l'énigme des champs maudits. Pourquoi la maladie se déclare-t-elle toujours aux mêmes endroits? L'été 1878, il décide d'aller étudier le phénomène sur le terrain. Je vous avais bien dit qu'il fallait tourner à droite. Ah, vous êtes têtu, oh. Maintenant, nous sommes perdus. Il se rend chez M. Monoury, un gros agriculteur dans la région de Chartres, où le charbon fait de terribles dégâts. Monsieur Pasteur, je suis ravi. Moi aussi, monsieur Monoury. Je vous présente mon nouvel assistant, le docteur Émile Roux. Aussi brillant que têtu. Assistant de monsieur Pasteur. Oui, c'est un honneur dont j'ai pleine conscience. Je suis depuis longtemps les travaux de monsieur Pasteur. Roux, nous pourrions peut-être abréger les présentations. Si nous allions voir vos champs, monsieur Monoury. Mais oui, allons-y. Par ici, je vous prie. Pasteur a lu attentivement les travaux de Robert Koch, et sur la question des champs maudits, il reconnaît que l'Allemand a donné une sérieuse piste avec sa découverte des spores. On doit penser que ces corpuscules peuvent passer d'une année à l'autre sans périr, prêts à propager le mal. C'est l'opinion du docteur Koch dans un mémoire remarquable. Mais la découverte de l'Allemand n'explique pas tout. Comment les spores pourraient-ils rester plusieurs années dans ces mêmes champs, malgré les intempéries? On a bien pensé au vent, on a fait pousser une haie, mais rien à faire. Dès qu'on met des bêtes dans ce champ-là, la maladie revient. Et la végétation, monsieur? Aucune différence d'un champ à l'autre. De l'herbe, des chardons, et toutes les bêtes ont la même alimentation. C'est très étrange, effectivement. Qu'en pensez-vous, Roux? Eh bien, peut-être que nous pourrions faire des prélèvements du sol? Bonne idée. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, Roux. Pourquoi la terre est-elle plus sombre par ici? C'est là qu'on enterre les pauvres bêtes, alors évidemment, ça fait de l'engrais. Attendez, monsieur Monoury, vous me dites que vous enterrez les bêtes malades dans le champ? Oui, tout le monde fait ça, c'est plus simple. Vous savez, quand vous perdez 30 bêtes d'un coup qui baignent dans leur sang noir, vous n'avez qu'une envie, c'est de les faire disparaître le plus vite possible. Regardez, regardez. Vous voyez? Vous comprenez? Non, là, monsieur, je ne suis pas sûr. Mais bien sûr que si vous comprenez. Ces tortillons, monsieur Monoury... Ce sont des vers de terre, monsieur Pasteur. Non, mais je sais bien ce que c'est, monsieur Monoury. Mais c'est peut-être bien plus que ça, voyez-vous? Oui. Et ce seraient les vers qui remonteraient à la surface. Évidemment. C'est tellement simple. Il nous faut analyser les vers, allez-y. Bien sûr. L'analyse des vers confirmera l'intuition de Pasteur. L'énigme des champs maudits est enfin résolue. Ce sont les vers de terre qui sont les messagers des germes et qui, des profondeurs de l'enfouissement, ramènent à la surface du sol le terrible parasite. En complétant les travaux de l'Allemand,
le Français donne un tournant décisif à sa carrière. La bataille contre les maladies contagieuses est engagée.